Vous me recevez, j'espère. Et je ne suis pas dans l'écran, donc si vous réagissez, je ne vois pas. Vous me recevez? Je confirme une fois pour Oui, attendez, oui, on vous reçoit. Great. Euh, Là, on peut commencer. Bonsoir à tous, une fois encore. Comme Monsieur Rodolphe le disait avant, nous allons parler d'un sujet ce soir très important. Pourquoi important? Euh, On sait tous que ces derniers temps, on ne parle que de l'IA, de l'intelligence artificielle partout. C'est presque présent partout. Mais peut-être très peu sont ceux qui se posent la question de comment est vraiment utiliser nos données, que l'IA prend tout ça là, tout ce qu'on lui dit, comment ces données sont-elles utilisées. Donc ce soir, nous allons nous intéresser à comment ces données sont utilisées. Donc avant de commencer, moi c'est Aomakou, Amirou et Vivien. Je suis technicien en ingénierie logicielle et actuellement je travaille en tant que responsable technique dans une société de la place. Et c'est moi qui vais assurer la présentation de ce soir. Donc, nous allons commencer et arrivé à la fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Toutefois, quand vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Et quand on va venir à la session des questions, vous pouvez les poser. Sans plus tarder, nous allons commencer donc. Je pense que beaucoup d'entre vous, bien au moins certains d'entre vous, ont une fois écouté cette phrase qui dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Le produit. Les gens peuvent par exemple se poser la question, bon, si je parle de quand c'est gratuit, c'est vous le produit, on dit quoi maintenant de ceux qui utilisent l'IA payant? Bon, ce que je veux dire ici, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est que si aujourd'hui nous avons la possibilité d'utiliser ChatGPT, Claude, Gemini, tout ce que nous connaissons comme IA générative, gratuitement, c'est parce que quelque part, ils profitent de quelque chose. Ou bien les entreprises qui sont derrière ces applications, ces IA, profitent de quelque chose, ce qui fait qu'ils nous laissent consommer ça gratuitement. Ceux qui ont des abonnements payants ont quand même des choses, bien la performance de l'IA à leur niveau est différente de ce que nous avons. Donc on voit déjà qu'il y a une différence. Eux, ils ont une performance plus élevée. Nous, on a une performance, mais ceux qui utilisent l'IA gratuitement ont des performances plus basses. Mais la raison pour laquelle on leur offre ça quand même, c'est parce que il y a quelque chose que ces entreprises apprennent en retour. Et ces choses-là sont nos données. Avant d'avancer, je tiens à préciser que quand on parle d'intelligence artificielle ici, ce n'est pas juste ChatGPT, Claude, Gemini et tout le reste là que nous connaissons. Eux, on les appelle des IA génératifs, ce sont des IA qui, à partir de quelque chose qu'on leur donne, vont générer un test, une vidéo, quelque chose comme ça. Mais il y a des IA qui sont capables de faire beaucoup d'autres choses et ils sont presque présents partout. Sur les sites web, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tout, presque partout, on a des intelligences artificielles. Juste qu'ils vont pas, on va pas les voir comme ça, on ne va pas avoir d'interface avec comme ça pour discuter avec eux ou quoi que ce soit. Mais ils sont présents, ou bien elles sont présentes plutôt, autant pour moi. Elles sont présentes. Elles sont présentes et ces intelligences artificielles là, prennent des données que, étant donné qu'on n'a pas d'interface pour discuter avec eux, et si elles sont présentes et pour prendre des données, ça veut dire qu'elles les prennent sûrement sans que nous-mêmes on le donne en fait. Mais bon, comme je le disais, aujourd'hui, l'IA existait depuis, ce n'est pas avec l'avènement de l'IA générative, principalement de ChatGPT, que l'intelligence artificielle est née. Mais l'intelligence artificielle existait depuis. Mais de nos jours, l'intelligence artificielle a tellement évolué que elle est maintenant aujourd'hui, on peut dire, une usine qui peut ingérer ou bien qui peut, disons en quelque sorte, manger, utiliser toute donnée ou bien toute chose qu'on met à sa disposition. Et principalement ici, ce sont nos données.
Avant d'avancer, je tiens à préciser que l'objectif de cette formation est de nous amener, comme M. Rodolphe l'avait dit au début, d'une utilisation naïve à une utilisation plus avisée. C'est-à-dire qu'on sache maintenant ce qu'on donne à l'IA, comment donner ça à l'IA, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, qu'est-ce qu'il faut donner. Principalement, c'est ça. Et puis savoir si je donne ci, comment ce que je donne peut être utilisé. Nous allons avancer en nous posant la première question, quelles données l'IA nous prend? Quelles sont les données que l'IA prend de nous? Donc, comme je le disais, l'IA collecte presque tout. Premièrement, l'IA collecte les données que nous-mêmes nous fournissons. C'est-à-dire, quand j'envoie un message, quand je crée les messages, quand nous discutons avec les chats, les IA comme ChatGPT, tout ça, ce qu'on envoie comme message, on les appelle des prompts. Donc, quand j'envoie un prompt, c'est des informations que je suis en train de transmettre. Par exemple, je dis, je veux aller quelque part, je veux préparer, par exemple, je veux apprendre à préparer telle chose, ou bien je veux écrire un livre. Quand je dis des trucs comme ça, ce sont des données que je suis en train de donner à l'IA. Ce sont des informations me concernant que je suis en train de donner à l'IA. Donc, l'IA prend tout ça. Si je lui donne des données personnelles, elle va les prendre. Si je donne des données médicales, c'est-à-dire par exemple, je suis allé à l'hôpital, on a déjà eu le résultat d'une analyse, le docteur a interprété, moi-même je veux comprendre un peu plus, donc je donne le résultat de l'analyse là à l'IA pour qu'elle m'explique le résultat concrètement, pour que je puisse comprendre en termes moins techniques, pas dans le jargon médical. Tout ça que je fournis, l'IA va récupérer et pour d'autres utilisations. Des fichiers que je lui donne, le nom d'un ami que je lui donne, par exemple. Peut-être que je suis allé, je vais utiliser l'IA en tant que psychologue. Je lui parle du problème que j'ai dans mon couple, un problème que j'ai avec un ami au boulot, tout ça. Il prend. Bulletin financier, je vais par exemple analyser mes dépenses, mes entrées, tout ça là pour corriger un peu mes habitudes financières. Tout ça là, l'IA prend. Je disais tantôt avant que l'IA est présent sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, quand je fais un like sur une publication, l'IA prend. Quand même je suis en train d'écrire, quand vous connaissez bien quelqu'un, quand la personne vous écrit, même si vous n'avez pas vu le nom de la personne, vous pouvez savoir que c'est telle personne qui m'a écrit. Parce que avec le temps qu'on a eu passer avec la personne, on peut savoir comment cette personne écrit. Ou bien même des fois, on peut avoir des codes qu'on a entre amis et quand on écrit souvent, il y a ces codes-là qu'on utilise, seuls nous comprenons. De la même manière, quand nous écrivons avec l'IA, l'IA peut arriver à savoir comment nous écrivons. Et donc, elle peut connaître notre style d'écriture. Et ça, là, c'est une empreinte. Ça peut être vocal ou bien textuel. Parce qu'aujourd'hui, il est possible qu'on puisse communiquer directement avec le vocal, avec les intelligences artificielles, même si il transforme notre audio là que nous faisons en vocal, sachant quand même qu'il a déjà eu le vocal avant de pouvoir le transformer en texte. Donc, toutes ces empreintes-là, ou bien toutes ces données-là que nous donnons à l'IA, peut être gardées à d'autres fins. Et des fois, l'IA comment dit-on, a accès à certaines données que nous ne donnons pas forcément à l'intelligence artificielle. Par exemple, quand on se connecte à Internet, quand je me connecte à un Wi-Fi, quand je me connecte avec mes données mobiles, il y a une adresse que le fournisseur d'accès Internet, ça peut être par exemple, je donne l'exemple de Togocom, de Move, ça peut être Canal Boss, ça dépend de notre fournisseur. Donc le fournisseur a une adresse qu'il attribue à chaque personne et à chaque appareil connecté. Et avec l'adresse là, on peut identifier dans quelle zone la personne qui est en train d'utiliser, qui est connectée actuellement se trouve. Donc, l'IA a accès indirectement à ces données et donc a accès aussi à notre localisation. Il peut aussi avoir accès à l'heure, ou bien il peut savoir à l'heure à laquelle nous discutons avec lui. L'heure, on peut dire que ça, c'est accessible universellement, étant donné que l'IA est connectée à Internet, il peut savoir que il est telle heure.
Mais l'heure à laquelle je discute avec l'IA, il peut savoir que, bon, telle heure, tu viens souvent discuter avec moi et ces données peuvent être utilisées. Donc, voilà un peu les différentes manières ou bien comment nous donnons en fait, ou bien les données que nous fournissons à l'IA. Maintenant, quand nous donnons ces données, qu'est-ce qui est fait? Quelle est l'utilisation qui est faite avec ces données? Quelle est l'utilisation qui est faite? On peut avoir plein d'utilisations, on peut avoir des différentes manières pour utiliser ces données, mais ici, je donne que quelques-unes. Donc ici, le premier que je donne ici, c'est le profilage. C'est-à-dire que avec les données que vous fournissez, ou bien qu'on fournit à l'IA, l'IA peut arriver à créer un portrait robot, c'est-à-dire une personne artificielle qui est nous en fait, qui est représentée par nos données. Donc avec ce que je dis à l'IA, l'IA peut savoir ce qui me rend heureux, par rapport à quoi je m'énerve souvent. Est-ce que je m'énerve souvent? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je suis introverti? Je suis extraverti? Tout ce que je lui fournis, il peut arriver à analyser tout ça là. Il peut arriver à connaître nos intérêts et il peut savoir si j'aime tel parti politique ou je n'aime pas tel parti politique. Ça dépend des données que je lui donne. Si par exemple je lui donne, comment dit-on, et des données financières par exemple, l'IA peut savoir quel est mon niveau de revenu et donc mon niveau de vie. Tout ça là qu'on donne sont utilisés pour créer un profil de personne et les profils de personnes sont très utilisés dans la publicité. Quand par exemple je vais sur un site internet et puis je vois il y a un Google Ad qui est là, ou bien quand je suis dans une application et puis je vois une publicité qui apparaît, c'est parce qu'on m'a analysé, on sait ce que j'ai l'habitude de voir et tout. C'est par rapport à ça qu'on me propose les données là. Donc, il y a des données que l'IA prend, même sans nous demander. J'avais donné l'exemple de comment on saisit, tout ça, même le temps qu'on met en écrivant, tout ça là. Je reviens tout juste en arrière pour donner un exemple. Nous avons remarqué que quand nous utilisons nos téléphones pour faire des saisies, bien pour écrire, tout ça là, des fois, bon, pas des fois, pour les téléphones qui ont au moins le clavier Gboard, le téléphone peut deviner le mot suivant. C'est parce que le téléphone a appris, ou bien le clavier a appris à me connaître petit à petit, et puis il peut deviner, ou bien faire même une phrase complète. Et je vais juste ça, cliquer. Je l'ai même encore expérimenté aujourd'hui. J'avais une phrase que je fais souvent quand je veux me présenter à quelqu'un. J'avais une phrase que je fais souvent, et quand je vais, il suffit juste que je commence par écrire je suis, et puis je mets mon nom. Il va me proposer le prénom, le second prénom, je mets, et puis mon poste, tout ça là. C'est parce que le clavier a appris à me connaître. Et donc, ces données sont utilisées à des fins de publicité, par exemple, parce qu'on a créé un profil, on sait ce que tu aimes, on sait ce que tu n'aimes pas, et donc on te propose des trucs là sur des sites et un peu partout, dans les applications et tout. En plus, ces données-là peuvent être utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle ou bien pour corriger l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si quand j'utilise ChatGPT par exemple et que je lui pose des questions, il me répond, tout ça là, on peut utiliser mes données là que j'échange avec lui après pour l'améliorer. Peut-être qu'il a mal répondu. On va après peut-être détecter que ici il y a un peu bugué, elle n'a pas bien répondu à la question. Donc, il faudrait que ça là soit normalement comme ceci. Donc, on va utiliser ces données là pour l'entraîner. D'ailleurs, en s'entraînant sur ces données, qu'il arrive à mieux nous connaître. Parce que il prend ces données à chaque fois et puis il fait des traitements, il fait des calculs et c'est avec ça là qu'il arrive à mieux nous connaître. En parlant de ce point, on a déjà touché un point qui est la lecture de nos données. La lecture par un humain, parce que il faut savoir que si nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle ou bien nous avons les IA génératifs, on lui donne un prompt et puis il répond comme on veut ou bien des fois même il surpasse nos entendements. C'est parce qu'il y a ailleurs quelque part certains qui travaillent, qui font les travails les plus pénibles, même si on vous dit vous ne croirez même pas. Des gens même des fois mal payés et qui souffrent pour préparer les données que l'IA utilise. Et donc quand nous discutons avec l'IA, il y a des gens qui vont après analyser les discussions là. Comme je l'avais dit, est-ce que l'IA un peu a déconné ici? Quelle serait la meilleure manière de répondre? Donc, il y a
des gens qui vont noter. Est-ce qu'il a bien répondu? S'il il a bien répondu, on lui donne une note bonne. S'il n'a pas bien répondu, une note mauvaise. Et tout ça là, avec l'IA, elle arrive encore à apprendre et à mieux améliorer les discussions. Je donne ici l'exemple de quelques applications qu'ils utilisent, ou bien comment certaines applications utilisent nos données, par exemple. Je prends YouTube. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter de la musique sur YouTube, par exemple moi, vous avez sûrement remarqué que, comment dit-on, YouTube vous propose des vidéos qui vous intéressent en fait, parce que au début, quand vous venez, au début, vous créez juste le compte, il va vous proposer des contenus. Vous allez sûrement vous diriger vers certaines, mais pas vers certaines vidéos. Donc, avec le temps, YouTube va se mettre à vous suivre pour voir quelles sont les vidéos que vous avez l'habitude de regarder et tout. Et sur la durée, YouTube sait quelle vidéo vous proposez exactement et qui vous plaira. Parce qu'il a pris le temps de collecter vos données, de collecter vos petites interactions, les vidéos que vous regardez, vos petites likes, les commentaires, tout ça là, et pour en faire un profil en fait, c'est ça, pour en faire un profil. Il y a les playlists personnalisées aussi. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les playlists personnalisées, ou quand je vais sur YouTube, il y a déjà une playlist composée avec des chansons que j'ai l'habitude d'écouter. Par rapport avec ces données, YouTube peut par exemple savoir si telle personne est chrétienne, telle personne est musulmane, telle personne, comment dit-on, aime les rap, telle personne aime les types de musique. Avec les types de musique, on peut classer les gens selon les régions, selon même leur manière de penser. Supposons par exemple quelqu'un qui va chaque jour sur YouTube, il va écouter des chansons qui par exemple parlent de comment, je sais pas, comment se retourner sur soi, comment rester comment la vie est dangereuse, il faut se méfier des gens, tout ça là. YouTube va savoir que telle personne peut-être, c'est une personne sûrement introvertie, je pense que c'est ça. Il y a une personne qui n'aime pas s'ouvrir aux autres. Donc, cette petite chose que nous faisons sur les applications fait que les applications arrivent à nous connaître. Sur Facebook, par exemple, il y a une étude qui a prouvé qu'à partir seulement de 70 likes, c'est-à-dire si j'arrive à liker 70 publications sur YouTube, sur Facebook plutôt, Facebook peut me connaître plus que mon colocataire, c'est-à-dire la personne avec qui je vis dans un même appartement. Juste avec 70 likes sur des publications Facebook, Facebook peut arriver à me connaître comme un colocataire. Donc, c'est dangereux pour nous si on ne sait pas sur quelles données on réagit ou bien sur quelle publication on réagit. Supposons par exemple que si quelqu'un qui va sur Facebook ne va que regarder à chaque fois des vidéos où, par exemple, je sais pas, on maltraite les gens ou bien aime toujours les vidéos où les contenus plutôt où on maltraite les gens, on fait du mal, on parle, je sais pas, tout ça là, Facebook peut arriver à créer un profil de vous et vous allez voir que c'est par rapport à ça qu'on propose des contenus même. Il y a ça sur TikTok aussi, c'est encore autre chose, c'est un autre niveau. Sur TikTok, plein de choses. Vous allez remarquer, à la fin de l'année 2025, beaucoup d'applications ont fait des récaps de l'année pour vous dire un peu les choses que vous avez eu à faire dans l'année. Même Duolingo l'a fait. Il a fait un récap de comment vous avez appris, quels sont les moments où vous avez été plus actif, les cours que vous avez fait, tout ça là. Même YouTube l'a fait. YouTube a créé, moi je l'ai eu, il a créé les artistes que vous suivez le plus, celui que vous avez le plus suivi. Il a même créé un profil, c'est-à-dire par exemple, c'est-à-dire des intérêts. Il a donné des intérêts que j'en ai donné qu'on n'a pas fourni nous-mêmes, parce que sur YouTube on n'écrit rien souvent. Si on écrit, c'est juste des commentaires, des recherches, mais parce que j'écoute certaines vidéos, YouTube peut arriver à détecter certains traits de caractère sur ma personnalité. Maintenant, quand on fait tout ça, quand les applications arrivent à nous décoder, arrivent à nous lire comme ça, quand les IA arrivent à soutirer des informations, bien à utiliser des informations que nous-mêmes nous leur donnons pour faire tout ce genre de choses, finalement, c'est quoi le risque? Je pense que à travers tout ce que j'ai dit, vous avez au moins détecté certains risques potentiels qu'on peut avoir. Premièrement,
On a parlé de beaucoup de risques déjà, mais je commence avec ici, il n'y a que quelques risques. Ce n'est pas tous les risques qu'on peut avoir que j'ai cité. C'est quelques risques. Et le premier que je donne ici, c'est la perte de la propriété intellectuelle. Et c'est-à-dire, par exemple, moi, quand j'utilise ChatGPT, par exemple, je l'utilise pour réfléchir souvent. Et j'ai trouvé un projet, j'ai eu une idée géniale. Je suis allé voir ChatGPT pour l'aider, pour m'aider plutôt à mieux comprendre l'idée, à mieux l'améliorer et tout. Bah, il va prendre l'idée là, il prend mes données là. Peut-être quelqu'un va demander quelque chose, de lui faire des propositions d'idées pour faire telle chose, il lui donne. Il donne l'idée là que moi j'ai eu, je lui ai partagé tout ça là à quelqu'un d'autre. Parce que avec les données que je vais lui fournir, il va apprendre. Il va s'améliorer. Il va savoir que, on peut faire telle chose aussi peut exister. Et quelqu'un demande, paf, il donne. Donc, supposons que je suis une grande marque, par exemple, et puis un de mes employés, parce qu'on fait un projet en interne, par exemple, il va sur l'IA pour que l'IA l'aide à en comprendre bien un projet, tout ça là. Et il donne tout ça là, comme ça. Et un de mes concurrents aussi, quelqu'un de sa boîte, va pour demander des trucs étant donné que c'est un concurrent, il va aussi aller dans mon domaine. L'IA peut lui fournir les données là. Je ne dis pas que c'est automatique que l'IA va lui fournir ça, mais il y a quand même une probabilité que l'IA puisse donner les données là que je fournis à quelqu'un d'autre. Parce qu'il va apprendre de ce que je lui donne, et c'est par rapport à ça qu'il s'améliore. Et quand il ne s'améliore pas pour moi, soit il s'améliore pour tout le monde. Il peut avoir des fuites de données. Imaginez par exemple que moi, je vais sur ChatGPT et toute ma vie privée, ChatGPT connaît tout sur moi. Il sait même que par exemple actuellement, je suis en formation ici avec vous. Ou bien il sait quand je suis au boulot, il sait quand je ne suis pas à la maison, tout ça là sur moi. Donc, les données fuitent, ou bien ChatGPT a été par exemple piraté, les données là peuvent fuiter. Mais il faut savoir aussi que les données que nous fournissons sont souvent anonymisées, c'est-à-dire on ne va pas forcément enregistrer, dire que par exemple moi, Vivian, ce sont mes données qui sont ici. C'est souvent anonymisé, mais quand même il y a des données qu'on peut quand même reconnaître parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir tel type de caractéristiques là. Donc mes données que j'ai fournies à l'IA, quand l'IA était par exemple piratée, peuvent se trouver sur Internet. Peut-être ce sont comment dit-on, des données bancaires que j'ai fournies, ça se trouve sur Internet, les gens peuvent payer ça et font ce qu'ils veulent avec. C'est dangereux pour nous. J'ai parlé de publicité avant. Donc ces données-là que nous fournissons sont aussi utilisées pour des publicités. Aujourd'hui, chez nous, aujourd'hui en Afrique, certaines choses ne sont pas très développées, telles que l'aspect politique que j'avais donné entre temps. Ailleurs, c'est très utilisé. Par rapport à mes vidéos, les trucs, tout ça que je fais, on peut savoir quel parti politique j'aime et si on va cibler les gens par rapport à ce parti politique-là, je ferai partie de ces personnes-là. Ou bien même si il y a des trucs qu'il va falloir peut-être arrêter des gens, on va m'arrêter parce que je fais partie de cette parti politique. Il y a eu de ces cas-là dans le monde parce que les gens, par rapport à leur manière d'utiliser les outils, tout ça là, on a pu savoir que telle personne aime tel parti, tout ça là. Et ça, c'est même utilisé dans les élections et tout. Donc, c'est beaucoup de choses. Donc, il faut quand même qu'on sache comment, ou bien quoi, et quoi ne pas donner. Ce qui nous amène à la partie suivante de notre formation. Que faire? Que faire? Il faut systématiquement anonymiser les informations que nous fournissons à l'IA. Je l'avais dit tantôt en parlant du fait que les informations que nous fournissons sont quand même anonymisées, mais essayons nous-mêmes aussi de les anonymiser avant de fournir ces données-là à l'IA. Dire par exemple que j'ai eu un problème avec monsieur Jean aujourd'hui au boulot. Je vais par exemple dire comment dit-on, j'ai eu un problème avec mon directeur, ce qui ne sera peut-être pas forcément vrai. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, si je dois parler de quelque chose, mais où je dois mentionner une donnée qui me concerne, je les remplace souvent par des points de suspension.
mais la phrase sera quand même correcte en telle sorte que quand l'IA arrive là-bas, il sait qu'il y a une information qui a été enlevée, mais qui n'empêche pas quand même que l'IA puisse me donner ce que je veux. Donc, évitons au maximum de lui donner des informations qui sont liées à nous. Un CV, par exemple, que je veux faire avec l'IA, je dois me méfier de quoi je donne à l'IA. Par exemple, mon nom, je peux pas lui donner les compétences, ça, bon, on peut tolérer, mais pas forcément mon nom. Mais il faut aussi savoir qui peut aussi avoir accès à nos noms. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on peut fournir à l'IA. Et ce qui nous amène à la règle d'or qui est en bas. Je vais revenir sur ce qui est au milieu. La règle d'or qui est en bas, qui nous permet de savoir quoi dire à l'IA et quoi ne pas lui dire. Donc, la règle d'or dit qu'il ne faut jamais dire à l'IA ou bien donner à l'IA ce qu'on ne peut dire à un étranger dans le bus. A dit, j'ai pris le bus ce matin, vu qu'il y a quelqu'un qui s'est assis à ma droite, ou bien à ma gauche. Je ne vais pas se tourner vers lui et puis commencer par lui raconter ma vie privée, que j'ai eu tel problème hier avec tel au bureau, j'ai eu tel problème avec mon ami, là, tout ça là. Non. Donc, de la même manière que je ne peux pas donner certaines informations à quelqu'un que j'ai rencontré dans le bus, de la même manière que je ne peux pas donner les informations que je ne peux pas donner à cette personne, je ne peux pas également les donner à l'IA. Maintenant, je reviens vers la partie du milieu qui est de vérifier les règlements, les réglages plutôt. Les intelligences artificielles, ou bien surtout ChatGPT, Gemini, tout ça que nous utilisons, ils ont des paramètres par défaut qui permettent, ou bien qui acceptent que nos données que nous utilisons, ou bien que nous donnons plutôt à l'IA, soient utilisées pour entraîner le modèle, c'est-à-dire pour amener le modèle à s'améliorer. Ces paramètres existent, mais sont automatiquement mis sur U, ou bien acceptés en fait. Ce qui veut dire qu'il y a quand même la possibilité de les désactiver. Mais pour une personne qui ne sait pas que ça existait, ne va jamais chercher à désactiver ça. Et puis, ces données sont tout le temps utilisées pour entraîner le modèle pour tout le monde. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut désactiver ça, au moins sur ChatGPT et puis sur Gemini. Donc, ici, je suis sur ChatGPT. Mais bon, j'avais prévu vous donner un prompt que vous pouvez utiliser par exemple sur ChatGPT, et avec ce prompt là, il vous dira réellement ce qu'il sait sur vous. Je vous envoie le prompt là dans le chat, vous pouvez essayer, vous verrez. Vous pouvez même être étonné. Vous pouvez même utiliser sur d'autres IA aussi, vous verrez ce que ça donne. Je vais utiliser sur comment on l'appelle, Copilot. Copilot est une IA de Microsoft automatiquement disponible sur nos ordinateurs. Je vais dire quand même sur Windows 11. Je ne sais pas pour Windows 10, mais sur Windows 11 c'est automatiquement présent. Et cette IA a accès directement à notre nom, à notre localisation, où on se trouve et tout. Donc, quand même des fois tu veux faire une discussion vocale avec lui, une fois que tu lances la discussion vocale, il appelle directement ton nom parce qu'il connaît ton nom. Donc, vous pouvez utiliser le prompt que j'ai envoyé dans le chat là et essayez voir, vous allez voir ce que ça donne. Maintenant, je reviens pour la désactivation de comment dit-on, l'utilisation de nos données par ChatGPT. Donc, quand on vient ici, par exemple, on vient dans la partie en bas ici, là où on a le nom d'utilisateur. On clique sur le nom d'utilisateur. Ici, on met en anglais improve the model for everyone, c'est-à-dire améliorer le modèle pour tout le monde. Je viens là et je désactive. Actuellement, chez moi, c'est désactivé. Je désactive. Donc, on va voir que par défaut, normalement, c'est activé pour tout le monde. Et ça inclut même les données audio, les voices que je fais, et puis les vidéos aussi que je fais. Ça inclut directement. Donc, on désactive ça pour ChatGPT comme ça.
Et elle peut continuer par utiliser nos données, mais elle ne va pas l'utiliser pour entraîner ou bien oui, pour améliorer le chat GPT pour des autres utilisateurs. Il peut continuer par utiliser nos données, mais il ne peut pas quand même l'utiliser pour d'autres utilisateurs. C'est en tout cas ce qu'ils nous promettent. Mais quand des fois même on va aller en profondeur, on verra que c'est pas tout le temps que toutes ces choses-là sont respectées. Maintenant, au niveau de Gemini, par exemple, c'est la même chose ici. Bon, on vient dans paramètres et aide. Il y a en haut activité. Quand on clique sur activité, ça ouvre un autre onglet. Donc ici, on a, pour moi, c'est déjà désactivé. Si je clique dessus, on va avoir activé. Activer. Bon, je vais activer et essayer de désactiver pour vous montrer quelque chose. Quand je vais essayer de désactiver, pour voir ce qu'on va me dire, on dit vos futures discussions ne s'afficheront pas dans votre activité et ne seront pas utilisées pour entraîner nos modèles d'IA, sauf si vous choisissez d'envoyer des commentaires à Google. Vos futures discussions sont toujours enregistrées pendant 72 heures afin que Gemini puisse vous répondre, traiter vos commentaires et protéger Google, ses utilisateurs et le public. Cela veut dire que même quand je désactive, même pendant 72 heures, tout ce que si je dis quelque chose, c'est toujours disponible pour aider tout le public qui utilise Google ou Gemini pendant 72 heures. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours à l'abri, mais il faut quand même se procurer des moyens, les minimums que nous avons à notre disposition. Qui est de désactiver, par exemple, ces activités-là, ou bien d'empêcher, par exemple, que ChatGPT utilise nos trucs-là, nos données, pour entraîner le modèle. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que les données, par exemple, que nous utilisons sur ChatGPT, d'après mes recherches, les données là que nous lui fournissons sont disponibles jusqu'à 3 ans. Si j'écris, par exemple, bonjour à ChatGPT, je suis ici, il peut garder les informations là jusqu'à pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et même, il y a les discussions temporaires aussi qui existent. C'est ça ici, quand je crée une discussion temporaire, une fois que je ferme, la discussion est supprimée. Même pour les discussions temporaires, c'est gardé pendant 30 jours. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui est fait avec les données là. Sinon, il n'y a rien qui est fait avec, pour les discussions temporaires au moins, une fois que je ferme la discussion, ça doit être supprimé. Mais la donnée est toujours gardée pendant 30 jours pour les utilisations futures. Donc voilà un peu ce que nous voulons vous montrer ce soir. Et je termine avec cette présentation de Zenkra. Zenkra qui est une communauté engagée autour du digital, de l'IA et des nouvelles technologies et compétences, où l'on apprend et partage pour qu'on puisse ensemble évoluer comme on l'a fait ce soir. C'est là notre objectif, amener tout le monde à avoir l'essentiel, le minimum, et ce qu'il faut quand même pour comprendre ces évolutions, tout ce qu'il y a autour du digital, pour qu'on puisse être tous à l'aise, ne pas dépendre forcément, ou bien ne pas forcément laisser seulement ceux qui devaient dire entre côtes les geeks, à savoir comment utiliser ci et ci, et savoir surtout comment faire nos différentes tâches au quotidien et être surtout plus productif. Donc, nous offrons des services à des PME, nous les aidons à développer leurs projets, les innovations. Nous accompagnons aussi dans la transformation digitale à travers la création des sites web, le design graphique, l'automatisation, les formations sur les outils digital. Et actuellement, il y a une formation de Excel qui est en train d'être programmée. Donc, je reviens encore sur la partie des formations. Donc, il y a beaucoup d'autres formations qui sont disponibles et nous sommes prêts, ou bien nous sommes à votre disposition. Si vous avez des besoins, il suffit juste de nous les adresser. Et ou bien si vous voulez approfondir les choses que nous vous offrons, les informations que nous vous offrons, nous sommes disponibles à vous et on peut concevoir des formations adaptées à vos profils.
Merci beaucoup pour votre attention et vos questions, pour tout ce que vous avez appris ce soir. Je vous reviens maintenant pour recevoir vos questions et vous répondre. Bon, je pense que Monsieur Tessan Odilon a levé la main en ce moment qu'il a une question. On peut l'écouter. D'accord, Monsieur Odilon, vous pouvez aller. Non, bien, je pense que c'est une erreur. D'accord. Ok, merci. Il y a Nanju. Désolé si je prononce mal le nom, mais je vois là Nanjuncha. Si la personne peut prendre la parole et poser sa question, j'en serais ravi. Oui, bonsoir, chers formateurs. Bonsoir, chers tous. Je vous espère bien. Bien, et vous? Je me porte bien également. C'est ma première fois de suivre, mais je suis vraiment ébahi et ça me ferait un plaisir de chaque fois de suivre vos séances de formation. Ça sera un plaisir pour nous aussi. D'ailleurs, c'est un plaisir partagé. Merci. Ok, j'ai deux questions. Premièrement, vous avez dit par exemple, lorsque on donne certaines de nos données, par exemple, pour le cas d'une entreprise qui bosse par exemple sur un projet, peut-être quelqu'un utilise l'IA pour approfondir, bien faire quelque chose. Après, ses concurrents, si quelqu'un de ses concurrents demande, c'est probable que l'IA lui fournisse ces données. Oui. J'aimerais savoir, c'est avec les IA gratuits ou bien même avec ceux payants. Et est-ce que de nos jours, on peut faire un programme, un projet ou bien un plan sans utiliser l'IA? Maintenant, après, je prends l'autre cas où nous, par exemple, qui sommes des étudiants, parfois on utilise les IA dans nos recherches ou parfois pour traiter les exercices. Est-ce que dans ce cas, même si les informations sont collectées, est-ce que c'est des informations qui peuvent nous coûter la vie? Je vais terminer par également de là où vous avez dit par exemple quand on donne parfois certaines de nos informations, bon, ça peut être fuité, tout ça. Est-ce que bon, je reviendrai répondre ça d'abord. Merci. D'accord, merci beaucoup. On a beaucoup de questions. Bon, je réponds à la première où vous dites si les données là sont collectées juste pour ceux qui utilisent l'IA gratuitement ou bien ceux qui l'utilisent aussi avec les offres payantes. Tant que, bon, ça, il n'y a même pas de différence en fait. Il n'y a même pas de différence parce que les paramètres pour que, comment dit-on, l'IA soit améliorée pour d'autres utilisateurs est disponible chez eux aussi. D'ailleurs, comme je l'expliquais, quand on utilise l'abonnement gratuit et l'abonnement payant, ceux qui utilisent l'abonnement payant n'ont pas accès plutôt ceux qui utilisent l'abonnement gratuit n'ont pas accès à certaines choses que ceux qui utilisent l'abonnement payant ont. Donc, si on n'arrive pas à collecter leurs données de l'autre côté, ceux qui utilisent l'abonnement payant, je veux dire, pour pouvoir améliorer l'IA, cela veut dire que le modèle d'IA qu'ils sont en train d'utiliser depuis le début sera comme ça jusqu'à la fin. Donc, il faut forcément collecter leurs données pour aussi améliorer ça pour ceux qui utilisent le payant. Donc, vous voyez, il n'y a pas de différence. Que ce soit gratuit ou bien payant, les données sont toujours collectées. Donc, c'est à nous au moins de donner au moins cette restriction-là de ne pas utiliser nos données pour entraîner le modèle. Mais nos données seront toujours collectées quand même parce que, je l'avais dit tout de suite, c'est gardé au moins pour 3 ans. Maintenant, la question qui suit est de savoir si on peut, je vais dire en quelque sorte, si on peut s'en passer, on peut faire quelque chose aujourd'hui sans utiliser l'IA. On va dire que c'est un tout petit peu compliqué parce que l'IA presque est présente partout, mais en ce qui concerne l'utilisation des IA génératives, je peux décider de ne pas l'utiliser, mais de la façon dont on s'est habitué en un peu de temps à utiliser l'IA,
ça sera un peu compliqué de s'en débarrasser. Parce que c'est presque présent partout. Tout ce qu'on peut faire, c'est de savoir l'utiliser, de l'utiliser intelligemment. On ne doit pas suivre juste tout ce que l'IA nous dit, on ne doit pas tout suivre comme ça. On ne doit pas prendre les données de l'IA, utiliser sans même y réfléchir, sans vouloir voir si c'est vraiment ce dont je parle que l'IA m'a retourné comme réponse, ou bien est-ce que les données, même que la réponse que l'IA m'a fournie, par exemple, c'est par rapport à mon pays, ou bien il a pris les données d'un pays, je ne sais pas trop. Quand par exemple je prends l'exemple du Togo, quand vous allez sur Internet, ou bien sur ChatGPT, Gemini, et que vous leur posez des questions, en grande partie, ils vont aller prendre des données ou bien des informations qui viennent de la France. En grande partie, si vous n'avez rien spécifié, ils vont aller prendre des données qui viennent de la France. Donc, c'est à nous de maintenant savoir comment on l'utilise pour que, comment dit-on, ça, on ne devienne pas en quelque sorte, on continue en fait d'évoluer, quoi, d'évoluer. Donc, on peut s'en passer, mais ça sera compliqué pour nous, étant donné qu'on s'est un peu habitué. Ce qu'il faut, c'est juste apprendre à mieux l'utiliser. Maintenant, la dernière question, je pense que vous demandez si ça peut nous coûter. Oui, ça peut nous coûter. Ça peut nous coûter. Comme je l'avais dit, j'avais donné l'exemple des profils que l'IA crée. L'IA peut créer un profil ou bien des profils pour nous. Donc, ça dépend de ce que nous disons à l'IA ou bien ce que nous faisons sur les réseaux. Tout ça la compte. Tout ça la compte. Je donne l'exemple des réseaux, pas des IA génératifs. Je suis sûr que vous avez une fois entendu que quelqu'un a fait telle chose sur les réseaux et après, par rapport à ce qu'il a fait, il a été peut-être empêché de faire tel emploi quelque part. Parce que les recruteurs peuvent avoir accès à ces informations s'ils demandent. Donc, on doit en fait faire attention à tout ce que nous demandons. Donc, ça peut nous coûter, mais bon, disons chez nous, ici, je prends le cas du Togo, chez nous, c'est pas très développé, mais dans les pays occidentaux, tout ça là, c'est très développé. Très développé. Si je prends par exemple l'exemple de la Chine, n'en parlons pas. On ne fait pas du n'importe quoi. Beaucoup de choses sont contrôlées là-bas. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à vos questions. Oui, je suis très ravi de tout ça là. J'ai beaucoup encore appris. Merci bien. À la dernière question que je voulais poser avant d'oublier, c'était par exemple, vous avez dit par exemple quelqu'un allait pas dans l'hôpital ou bien on lui a donné certains résultats, n'a pas compris et il voulait que l'IA l'interprète mieux. Bon, est-ce que dans ces cas aussi là, bon, comme vous avez parlé, ça peut être utilisé par des publicités là. Maintenant, ça devient complexe. Donc, comment gérer vraiment ce complexe-là? Parce que si je n'ai pas compris des informations, je veux mieux comprendre. Après, ça peut être utilisé d'une autre manière. C'est que, bon, c'est compliqué. Bon, je vois là où vous voulez en venir. Bon, en tout cas, quand on prend ce qui sera sur la fiche d'analyse ou bien le résultat que vous allez avoir. Si, imaginons qu'on était à l'ère où il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on allait faire? Je vais peut-être prendre les phrases une par une et je cherche les mots que je ne comprends pas dedans pour après essayer de voir si je peux comprendre tout ça. On peut faire comme ça aussi pour comprendre. Comme je l'ai dit, ça sera un peu complexe pour nous, mais quand je lis l'information, quand même, je peux voir des choses qui doivent être confidentielles, il y a des choses que je dois garder pour moi. Quand je donnais l'exemple des informations qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qu'on a trouvé dans le bus. Donc, je ne peux pas, par exemple, dire à quelqu'un que j'ai trouvé dans le bus que je suis atteint de telle maladie. Donc, je me prive de ne pas dire ça aussi à l'IA. Ça va dans mon propre intérêt, en fait. Parce que l'IA peut savoir, par exemple, si je suis atteint de telle maladie, je suis si, ainsi de suite. Ça peut être utilisé dans d'autres cas où ça va venir, où on aura des IA. Bon, ça va venir où on aura des IA ou des applications faites pour nous aider au quotidien. Ça va venir. Dans ces cas, ça peut être utile où l'IA peut savoir que tu es atteint de telle maladie et donc il faut que telle chose soit à ta disposition. Ou si par exemple quelqu'un qui a fait une crise dans la rue par exemple, étant donné que l'IA sait qu'il a telle maladie, il peut dire que bon, il a besoin de telle chose, de telle chose, tout ça. Ça va venir, mais quand même, essayons de lui donner, de limiter en fait les informations que nous donnons à l'IA. Ça va être complexe, mais bon,
On doit se donner, comment je vais dire, cette peine-là pour notre sécurité, en fait. D'accord, merci bien. Et je suis très ravi de vous suivre à chaque fois pour mieux comprendre. Merci également à toute l'équipe pour tout. Et je serai ravi aussi de suivre la formation en expert. Merci. Ne vous inquiétez même pas, les formations seront organisées presque tous les jeudis, donc restez juste à l'écoute et vous verrez. Merci à vous pour la participation. Je pense qu'il y a une autre main. Je vais voir. Doucement. Monsieur Rodolphe Carlos, vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main. Allez-y, je vous écoute. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour cette merveilleuse présentation. C'était quelque chose de ouf. Il y a des choses qu'on pense qu'on connaît, mais en réalité qu'on ne connaît pas. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et ces derniers moments, il y a eu... Je voulais faire des apports. Je voulais faire certains apports. Ok, d'accord, merci. Oui. Ces derniers moments, il y a eu certaines informations qui étaient sorties par... c'était OpenAI qui a fait sortir l'information. OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entreprise qui a créé le fameux ChatGPT. ChatGPT que nous utilisons le plus, qui est le plus populaire actuellement là, c'est OpenAI qui l'a créé. Ces derniers moments, ils ont fait une petite annonce en disant que, bon, désormais, ils vont lancer les publicités dans ChatGPT. C'est-à-dire que dans ChatGPT maintenant, on peut te proposer des produits comme on le fait sur d'autres plateformes, sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres plateformes. Et ces publicités, en fait, seront vraiment ciblées et ça serait tellement quelque chose de très bénéfique pour les entreprises. Et l'opportunité ici pour les entreprises, c'est d'avoir ces données-là, les données que nous utilisons sur, par exemple, ChatGPT, de pouvoir les utiliser pour nous cibler afin de nous proposer leurs produits. C'est bien, mais imaginons que vous avez partagé des données très sensibles. Ces données-là seront bien sûr collectées de vous. En collectant ces données, on connaît tous vos profils, on sait que vous avez tel, en pensant que bon, vous avez telle maladie. Et imaginez ce que ça peut faire. Donc, ce qui est ici, c'est que il faut être un peu prudent dans l'utilisation de l'IA. Parce que ça peut fuiter. Comme Monsieur Vivien l'a bien précisé tout dernièrement, ça peut fuiter. Ça peut fuiter. On peut même pirater. Bon, si ça arrive, imaginez un peu. Ah. Mais donc, ce qui est ici, il faut être très prudent dans l'utilisation de l'IA et il faut vraiment cultiver soi-même, hein, et avoir cette habitude de réfléchir soi-même parce qu'on a la paresse intellectuelle actuellement à cause de l'intelligence artificielle. On a la paresse de chercher, on a la paresse de fouiller plus. Voilà, donc on veut tout simplement avoir les résultats et c'est fini. Donc il faut recultiver cette manière de fonctionner qui est plutôt de chercher. Tu cherches, tu vérifies. Tu cherches, tu vérifies. Et je pense que ça serait tellement très bénéfique pour nous. Merci beaucoup. Ça sera tout ce que j'ai à dire ici. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci beaucoup pour l'apport. Ça m'a même donné l'idée de revenir sur quelque chose. Ça ne concerne pas forcément les données, mais vous l'avez touché un peu. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a vraiment la paresse de faire des choses par nous-mêmes. Et ça nous nuit même sans qu'on le sache. Parce que quand je prends l'habitude d'aller chercher des choses avec ChatGPT et tout, arrivé à un moment, moi-même, je ne suis plus capable de réfléchir. Des fois, on voit des photos sur des statuts de gens où on dit, on pose la question pas encore. C'est pas, quel est ton nom? Il va aller dire, ChatGPT, comment je m'appelle? On voit des trucs comme ça, on rit, mais en vrai, ça traduit des choses. Ça traduit des choses. Pour ceux qui sauront
Ils savent comment bien utiliser l'IA, savent comment l'utiliser pour mieux comprendre les choses, réfléchir autrement, seront ceux qui vont diriger le monde de demain. Mais ceux qui vont suivre, désolé pour le terme, bêtement, euh, seront, comme je sais pas comment dire, ils seront mis au second plan en fait. Donc, c'est une puissance qu'on a à notre disposition. Tout ce qu'il faut, c'est savoir comment l'utiliser. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a d'autres questions. Non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Monsieur Rodolphe, vous avez la parole pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, j'ai une question. D'accord, je vous écoute. D'abord, merci pour la présentation. Je vous en prie. Dans toute votre présentation, vous avez employé un terme que je n'ai pas bien compris. C'est les IA génératrices, je pense. Générative. Les IA génératives. Ok. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'une IA générative, quels sont les types des IA génératives que nous utilisons. Et donnez-moi quelques exemples des IA non génératives. Merci. Ok. Bon, les IA génératives, je vais dire que ce sont eux que nous utilisons tout le temps. Hein. Donc, comme je l'avais expliqué au début, je disais que les IA génératives sont ceux qui, à partir d'un message, d'un prompt, vont générer quelque chose. Par exemple, générer du texte, générer un fichier, générer un audio, générer une vidéo, une image, plein. Donc, ChatGPT, par exemple, peut générer des images, générer des textes, générer des fichiers. Je viens d'apprendre que même sur Gemini actuellement, Gemini peut générer des audios, des chansons en quelque sorte. Donc, ces IA-là sont ceux qu'on appelle les IA génératives. Donc, ce sont ceux que nous connaissons presque tous. Maintenant, les IA qui ne sont pas forcément génératives, est-ce que je saurais vous donner un exemple actuellement? C'est pas peut-être monsieur Rodolphe aura quelque chose à ajouter, mais je vais dire que les IA là, qui sont présents par exemple sur les réseaux sociaux ne génèrent pas forcément de données parce qu'on ne les voit même pas. Elles sont quand même présentes, mais on ne les voit même pas. Donc, elles sont là en arrière-plan, fonctionnent, recordent des données, analysent des choses, mais qu'on ne les voit pas. Donc, je ne saurais donner le nom d'une IA, par exemple, qui est non générative, mais ce sont quand même, sur cette piste-là que je vous propose, mais ce sont ceux-là que nous ne voyons pas forcément, mais qui sont quand même présents. Ceux qui sont, par exemple, présents dans nos claviers, parce que les claviers sont équipés des intelligences artificielles qui arrivent à comprendre comment nous tapons, comment nous saisissons et arrivent à nous proposer des mots. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bien répondu, merci. D'accord. Je ne sais pas si M. Rodolphe a quelque chose à ajouter par rapport à l'exemple de l'IA non générative. Allô. Bon, vous avez déjà donné les exemples des IA non génératives. Mais bon, les IA non génératives, presque, bon, ce sont juste des modèles qui sont derrière des applications. Ils sont en background. Ils fonctionnent en background. Par exemple, vous allez sur Facebook, vous aimez des choses, ils utilisent ces likes-là pour vous connaître un peu, mais ils sont en background. Donc, on ne peut pas les voir. On ne peut pas interagir avec eux. Ils vont nous générer des choses directement. Voilà, donc c'est un peu compliqué d'avoir leur nom directement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais bon, toutefois, on va faire les recherches et ce que nous allons trouver, on va partager avec nous tous. Voilà. Et ça fait très, 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 très bien de discuter entre nous ici autour de l'intelligence artificielle. Et monsieur, voilà, monsieur Sawanatek, oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça, Sawanatek, ou bien j'ai pas bien lu. Vous avez la parole. Ok, bonsoir. C'est Merci madame. pour la... Ah ouais, c'est pourquoi j'ai ri. Merci pour votre présentation. Je voulais juste poser une question concernant, et Monsieur Vivien avait dit que on ne doit pas donner nos informations
nos noms et tout. Maintenant, imagine maintenant, on a l'habitude de vouloir faire nos CV. Et pour faire nos CV, par exemple, avec l'IA, on doit leur donner nos informations, et cursus, tout ce qu'on a eu à faire pour qu'on puisse avoir un exemplaire et pouvoir l'utiliser pour peut-être et le faire sur Canva. Maintenant, comme monsieur vient dit de ne pas donner nos noms et tout ça là, on doit choisir et imaginer notre nom qu'on doit donner à l'IA ou bien c'est comment on va s'y prendre pour pouvoir le faire. Donc c'était ma question. Merci pour la question. J'avais effleuré le point là, lors de la présentation. Bon, si c'est le nom, je pense que ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de donner le nom à l'IA parce que l'IA n'a rien à faire avec comment dit-on, l'amélioration de notre nom. Mais il va plutôt penser aux compétences parce que ce sont les choses qu'on va demander à l'IA que l'IA nous aide à mieux améliorer. Sur ce point-là, oui, c'est un peu problématique, mais nous le faisons. C'est un peu problématique, mais bon, disons qu'on en a besoin, il y a quelque chose, disons qu'on en a besoin de fournir par exemple les données pour sur nos cursus, nos compétences et tout. Bon, on en a quelque chose besoin, mais bon, on peut aussi voir si l'information ne pourra pas en quelque sorte l'anonymiser pour que ça ne soit pas forcément lié à nous, mais bon, ça sera un peu compliqué avec les compétences. Ah, je pense que M. Rodolphe a quelque chose à ajouter. Mais je veux aussi ajouter le fait qu'on pourra aussi supprimer les informations que nous donnons, mais ça n'empêche pas qu'elles soient quand même utilisées. On peut les supprimer. OK. Oui, M. Rodolphe, je pense que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, et un CV, on peut montrer un CV à quelqu'un qui est dans un bus, non? Ou bien? Ah oui, pour avoir pas vu ça comme ça. Des opportunités, ou bien. Exactement. Donc, je pense que le principe est déjà clair. Ce que nous pouvons montrer à quelqu'un dans un bus, un CV, on peut le montrer à quelqu'un dans un bus. Je vois les gens publier chaque fois sur LinkedIn leur CV, voilà. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un problème là-bas. Hein. Je ne pense pas. Ah ouais, vous avez vraiment raison. Il n'y a pas vraiment vu la question de ce côté-là. C'est bien. Ok. Ok, maintenant, s'il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions, là, bon, on va se dire, une bonne soirée, ou bien? Oui, une petite nuit. Je voudrais juste ajouter de leur demander de ne pas hésiter à partager les informations autour parce que l'objectif est que nous puissions arriver à démystifier les choses en quelque sorte autour de nous. Donc l'information que vous avez eue actuellement ici, vous pouvez les partager avec d'autres qui n'ont pas eu connaissance de ça. Et aussi, pourquoi ne pas les diriger vers le groupe et vers nous pour qu'ils puissent bénéficier de ces informations-là prochainement. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais ajouter. Merci. Voilà, effectivement. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas d'interaction dans le groupe, mais bon, on verra comment faire pour pouvoir et faire en sorte qu'on ait plus d'interaction, parce que c'est comme si vous ne savez pas vraiment comment s'interagir dans la communauté. Donc, je vais vous montrer, je vais faire des vidéos pour vous montrer comment faire. OK? Donc, Allô? Oui, allô, monsieur Chim. C'est monsieur Chim? Oui, monsieur Chim. Oui. Oui, allô, bonsoir. Oui. Excusez-moi, je suis un peu en retard, mais je voudrais poser une question. Ben, je ne sais pas si c'est carrément dans le domaine. Sinon, moi, je suis en train de rencontrer actuellement un problème là. Je ne sais pas si je peux toutefois trouver. Est-ce qu'il y a des IA qui peuvent toutefois convertir des PDF en Word? Convertir des PDF en Word. Ben,
Ça dépend du PDF. Il y a des PDF. Ok, je vais arrêter l'enregistrement d'abord. Ok. Ok.